Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud, émission spéciale, émission anniversaire, puisqu'en ce mercredi 23 juin, nous célébrons ce soir, ici depuis le bar Hemingway, les jardins de l'hôtel Imperator, une émission tout à fait spéciale qui va être quelque peu itinérante. Nous allons bien nous balader dans ce haut lieu nîmois de la tauromachie, l'hôtel par excellence des toreros. Ici, Serge Sanchez a l'amabilité de nous recevoir pour cette émission anniversaire de Tendido Sud. 5 années d'émission, alors on a souhaité faire un programme qui sorte un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que vous connaissez, en invitant différentes personnalités du monde taurin, différentes personnalités nîmoises, arlésiennes, qui ont fait l'actualité, qui font et qui feront en tout cas l'actualité les prochaines semaines, dans les prochaines semaines avec des férias estivales, vous le savez, l'actualité taurine, la défense de la Fiesta Brave et bien évidemment l'appartenance et la réaffirmation de la tauromachie en tant que culture de notre territoire du Grand Sud. Pour ce premier plateau, nous avons 5 invités autour de la table ici au bar Hemingway. À côté de moi, nous avons le représentant de l'Union des clubs taurins, Paul Ricard. Bernard Planchon, bonsoir. Bonsoir Christophe, merci de nous accueillir dans cette émission. L'UCTPR, on le rappelle, qui est l'un des partenaires historiques de notre émission Tendido Sud depuis de nombreuses années. À ma gauche, on retrouve Alain Layal, représentant du collectif des associations taurines de Nîmes Métropole. Alain Layal, bonsoir. Merci de nous recevoir et bonsoir. Bonsoir. À votre gauche, on retrouve Jean-Yves Bochu, l'un des chirurgiens des arènes de Nîmes. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Christophe. On va rester dans les arènes de Nîmes avec un grand spécialiste des amphithéâtres romains notamment, mais pas que, l'adjoint à la culture et à la tauromachie de la ville de Nîmes, Daniel Jean Valade. Bonsoir. Bonsoir, bon anniversaire. Merci. Et enfin, on va passer le micro à une autre personnalité nîmoise passionnée de taureaux et qui croque les dessins de la Lydia sur papier. Il s'agit d'Élie Ponce. Bonsoir Élie. Bonsoir Christophe et bon anniversaire. Allez, on va, avant de souffler les bougies pour ce gâteau, messieurs, justement, revenir un petit peu sur l'actualité récente. Il y a, allez, on va dire un petit peu plus d'un mois, la feria de Nîmes s'est achevée avec quelques grands moments de tauromachie. On va faire peut-être un premier tour de table sur un petit peu les appréciations des uns et des autres sur les moments intenses vécus. Alain Layal, est-ce que cette édition 2010 a été fidèle à vos attentes? Surtout oui, je crois, parce que cette édition 2010 a mélangé à la fois l'art dans le torero et la fission traditionnelle, et on a eu un panel extraordinaire parce que je rappellerai pas Morante et Aparicio, et aussi nous avons eu des toreros beaucoup plus jeunes qui ont rappelé que Nîmes était une arène digne de Chicuelo, parce qu'il ne faut pas oublier Chicuelo, et Ruben Pinard a été un peu dans cette lignée, nous a rappelé que Nîmes aimait un torero spontané, et c'est associé le succès de deux extrêmes de la tauromachie, disons, gagnée avec le cœur, et celle avec l'art et le duende. Je crois que c'est une feria qui a été très réussie à cause de ça. Alors parmi les temps forts, vous l'avez souligné Alain, il y a eu bien ce fameux triomphe dominical, triomphe auquel Daniel Jean Valade, vous avez assisté, on va dire, aux premières loges, en votre qualité de président de course. Connaissant un petit peu la personnalité de Morante de la Puebla, avez-vous été saisi par la fantaisie ressortie de Rafael Gallo pour le 50e anniversaire de sa mort, de le voir sortir une chaise en piste? Surpris oui sur le moment factuel, mais je vois que c'est un homme qui a beaucoup d'inventivité, il est baroque, il est inattendu, et c'était une excellente idée, tout comme le fait pour Locke de planter cette épée au centre de l'arène. Je crois que reprendre une soirée du 19e siècle, c'est tout à fait intéressant.
Parmi ces temps forts, Eddy Ponce, qu'avez-vous retenu et est-ce que vous avez imaginé à un moment peut-être de mettre votre taureau sur la chaise de Morante de la Puebla? Non, alors figurez-vous, pas le mettre sur la chaise, bizarrement, mais dans un lit. Parce que je crois qu'il n'y a plus de limites, c'est nos limites. Je dis ça, bien sûr, avec tout le respect et toute l'émotion que j'ai eue au moment de la faena de Morante. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, on va voir, lorsque je dessine la piste des arènes de Nîmes, apparaître un lit de temps en temps, et pourquoi pas une table de chevet, parce que je crois que cet homme est capable de tout faire en tauromachie. Est-ce que votre taureau dort dans les chiqueros? Est-ce qu'on peut le dire comme ça aussi? Est-ce qu'il, finalement, c'est un abonné, un résident des arènes de Nîmes? Alors effectivement, une fois, j'avais d'ailleurs dessiné la porte du Toril avec des petits rideaux et des macetas de flores suspendues aux portes. Effectivement, oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mon taureau vit toute l'année dans les arènes de Nîmes, effectivement. Et pleinement. Et les aficionados étaient donc présents pendant tout ce week-end prolongé de Pentecôte, grande fête de la tauromachie au cours de l'avant-dernière semaine du mois de mai. L'occasion, Bernard Planchon aussi, pour tous les membres et les fédérés de l'Union des clubs taurins Paul Ricard, de continuer à juger les corridas en vue de l'élaboration du palmarès de fin d'année. On sait qu'il y a la grande messe de Méjeanne au mois de janvier avec la grande réunion familiale et la remise des prix de l'Union des clubs taurins Paul Ricard, mais on sait que le jugement de chacune des courses, des lots de taureaux, des toreros, des meilleures faenas, se fait tout au long de l'année, et Nîmes fait partie des plats forts de Pentecôte avec celui de Vic Fezensac. Tout à fait. D'ailleurs, la commission corrida que j'ai l'honneur de présider depuis 2 ans va se réunir la semaine prochaine et nous allons organiser une fiesta campera à Gimo avec Juan Baptiste qui a le plaisir et son père également qui va nous offrir une tiente. Donc ça permettra un petit peu de se retrouver et de faire non pas un palmarès mais un tour de table pour un peu donner la tendance de la temporada. Parmi les temps forts, messieurs, on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé lors de la deuxième journée de la feria avec la faena magique de Julio Aparicio. Jean-Yves Bochu, comment avez-vous vécu, on va dire, cette renaissance, ce phénix qui est revenu de ses cendres, Julio Aparicio, qui après une traversée du désert de plus de 10 ans, eh bien finalement nous a offert un moment de grâce et a été révélé devant ce taureau de Núñez del Cubillo? J'ai un souvenir très précis parce qu'on pressentait qu'il allait se passer quelque chose. Quand on a vu Julio Aparicio monter au kit sur le précédent taureau de Talavante. Et là, on se dit, tiens, c'est quand même un peu exceptionnel que ce type monte au kit. Donc, on pressentit qu'il allait se passer quelque chose. Et puis ensuite, cette faena où lui-même était transcendé, quand on était en bas dans le Callejon, on l'entendait hurler de plaisir dès le début, pousser des grands cris et... Effectivement, cette très grande faena est arrivée. Daniel Jamalade, pour qui a connu le Julio Aparicio des années 90, qui avait triomphé à Madrid, on se dit finalement que tout peut arriver en tauromachie. Oui, tout peut arriver, mais c'est un artiste qui est inspiré, qui ne t'aurait que s'il reçoit la Pentecôte. On est à la Pentecôte, et ce sont les langues de feu qui descendent sur les apôtres pour leur permettre d'aller parler à l'univers. Je crois que lui, les langues de feu se sont concentrées sur lui, et il a parlé à l'univers. Mais il y en a d'autres aussi qui ont parlé à l'univers, et je voudrais bien y revenir si vous l'évoquez. C'est la finale et les demi-finales et finales des Masters de la tauromachie. Et je crois que c'est très important d'avoir vu ces jeunes qui sont venus de tous les coins de l'Espagne et de France dans les premiers éliminatoires. Après, bon, il n'y en avait plus. Mais je crois que le lot de taureaux d'El Juli et la volonté, la capacité de ces jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes dans ces nuits de Feria de Pentecôte, ça aura été aussi 3 grands moments. Des grands moments qui avaient été en amont été annoncés à l'Anlayal, on peut le souligner avec les épreuves qualificatives au mois d'avril lors de cette primavera des aficionados. Finalement, l'épreuve s'est passée dans des conditions idéales. Certains aficionados disaient peut-être que le programme était lourd avec 3 courses d'affilée, mais en tout cas, on sait, du fait de l'appréciation des aficionados, qu'il est nécessaire de maintenir un tel cycle. Je crois que c'est naturellement nécessaire pour la bonne raison qu'après une primavera prometteuse, la finale des Masters a rempli toutes ses promesses. Et de voir les toreros qui sont venus avec la volonté de gagner, je crois que c'était, comme le dit Daniel Jamalade, c'est un moment important parce que c'est les vedettes de demain.
Et il ne faut pas oublier que la tauromachie n'existe que dans la continuité. Alors Aparicio avait triomphé il y a 10 ans à Nîmes, si vous vous rappelez aussi, pour une feria des vendanges d'une manière très forte. Il y a 16 ans même, oui, 94. 94, le temps passe vite. Hélas. Les artistes, on n'oublie pas ce qu'ils font. Et je crois que là, vu la qualité des écoles taurines et du Centre français de tauromachie et de l'ensemble des clubs taurins qui ont participé à cette manifestation, c'est nécessaire de le continuer. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément que le succès populaire n'a pas été là et que 3 fois dans les arènes, ça peut pour certains être un peu lourd, mais je vous assure que c'est agréable le soir quand on est dans les arènes de prendre le frais et d'entendre le bruit extérieur et de soutenir des jeunes toreros. Et ça, je crois qu'il faut le continuer peut-être en essayant de trouver une programmation qui permette à beaucoup plus d'aficionados de voir, parce qu'ils méritent d'avoir un public. Plus de souplesse sur la programmation, sur la politique tarifaire aussi. Et surtout, je pense que c'est plus que la politique tarifaire, c'est surtout de manière à ce qu'il y ait un public, de trouver des dates qui permettraient de s'exprimer complètement. C'est vrai que c'est très contraignant pour beaucoup d'aficionados qui ont des obligations pendant la feria de sortir et de revenir à peine 1h30 après dans les arènes. Ça leur empêche aussi de rencontrer leurs amis et de discuter de la faine de l'après-midi, qui est une tradition aussi. Garder ce moment de convivialité, on le sait, de la feria. Daniel Jean Valade, on finit sur ce Masters. Le fait aussi de bénéficier de l'appui, du prestige et de l'aura d'une personnalité comme El Juli, qui a remis l'un de ses habits de lumière, on l'a vu en tant que parraine très impliquée auprès de ses apprentis novilleros. Tout à fait, il a assisté aux courses, il a offert les 6 taureaux de la finale, il était très présent, très vigilant, il a été même un petit peu réticent à sortir en piste parce qu'il ne voulait pas voler la vedette à ses jeunes et notamment aux triomphateurs. Mais je crois qu'il y a là le retour à une authenticité et une réalité du sentiment tauromachique qui est extrêmement satisfaisante en feria de Pentecôte notamment. Eddy Pons, 3 courses par jour, ça inspire quoi à l'aficionado caricaturiste que vous êtes? C'est un peu métro boulot dodo, quoi. Hein. C'est la bodega, corrida, novillada. C'est vrai que c'est un peu... Mais on ne peut pas bouder ce plaisir non plus. C'est vrai que c'est un peu... Je regrette parfois, le rythme espagnol un petit peu des ferias qui permet le matin de se lever tranquillement, de préparer à manger, de voir les amis. C'est se remettre de la soirée de la veille. Voilà, et puis d'attendre le moment de la corrida en fin d'après-midi aussi. Cette attente, elle fait quand même partie de la feria. Bon, maintenant, on ne va pas bouder notre plaisir, effectivement. Et je crois que déjà, une année, il y avait eu d'ailleurs des corridas formelles le soir. Et on était déjà parti sur ce rythme de 3 corridas, ou une novillade le matin et 2 corridas. C'était vraiment, c'était des cadences infernales, quoi. Et là, la retraite, il ne faut pas qu'elle soit à 60 ans, mais à 30, à ce rythme-là. J'ai envie de poser une question à notre chirurgien de ce premier plateau, de cette première partie d'émission. On a parlé tout à l'heure de la magie de Julio Aparicio. Je ne peux pas passer sous silence, bien évidemment, le dramatique accident subi par Julio Aparicio au moins de 24 heures après son triomphe nîmois. Est-ce que vous avez été étonné, Jean-Yves Bauchu, eu égard à la gravité de la blessure? Julio Aparicio aurait pu perdre la vie à Madrid le 21 mai dernier. De cette capacité à revenir après la blessure. On sait qu'ensuite il a dû être admis à nouveau à la clinique, mais Julio Aparicio très rapidement a eu une capacité de récupération assez admirable. Comment on peut expliquer ça d'un point de vue médical? Alors, ça reste une blessure hors norme quand même. Hors norme parce qu'elle est strictement inattendue. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle blessure. Elle est hors norme également parce qu'elle a été médiatisée très très rapidement avec ces photos et ces vidéos qui sont insoutenables à regarder. Et elle est hors norme parce qu'elle s'accompagne, autant elle est impressionnante, autant effectivement la convalescence paraît relativement brève puisque Julio Aparicio a pu sortir de la clinique rapidement. Sa réhospitalisation dans réanimation s'explique assez rapidement compte tenu de la trachéotomie qu'il a eue, des petits problèmes de troubles de la déglutition et donc d'infection pulmonaire. Pour nous, c'est pas un très très grand problème. Sur le plan de sa récupération physique, elle est très très bonne. On a encore un tout petit doute, on ne l'a pas entendu parler et on lui a conseillé pour l'instant de ne pas trop parler. Je crois qu'il faut attendre ce point-là et à ce moment-là, il sera complètement rétabli et guéri.
Thierry. En tout cas, Julio Aparicio a annoncé d'ores et déjà qu'il envisageait de reprendre l'épée au tout début du mois d'août lors de la feria de Pontevedra. On lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement avec le souhait, messieurs, vous serez d'accord avec moi, qu'il nous régale autant que ce qu'il a fait le 20 mai dernier dans les arènes de Nîmes. Nous allons refaire un dernier tour de table, messieurs, pour évoquer vos actualités respectives. Bernard Planchon, on imagine beaucoup d'activités au niveau de l'Union des clubs taurins Paul Ricard avec la préparation de la saison estivale, beaucoup d'actes, d'accompagnement, notamment pour les clubs taurins qui sont en partenariat avec des toreros. On le sait, vous faites partie des associations taurines les plus actives sur la planète taurine. Effectivement, Christophe, je voudrais signaler qu'il s'est passé un événement il y a 3 jours en arrière, vendredi dernier, au garage Citroën de Trinquetaille à Arles, où la Peña Roman Pérez a offert un coach de quadrille à son torero. C'était l'événement que je n'avais jamais vu jusqu'à présent, donc ça c'est à souligner. Moi je voudrais souligner le bon comportement de mes clubs taurins Paul Ricard Nîmois, à savoir la Peña Eduardo Miura. Nous avons organisé 2 réceptions, une avec Mehdi Savali, une avec le Ganadero de Garcigrande, auquel j'ai remis le prix Union des clubs taurins Paul Ricard de l'année 2009, et également la Peña Enrique Pons qui s'est nouvellement montée, avec laquelle nous avons fait une réception à la Tria pour conclure également cette feria. Vous voyez que les clubs sont actifs. On parlait d'associations taurines, Alain Layal, au mot sur le collectif. Les associations taurines vont déjà participer chacune à leur manifestation propre, parce que c'est l'époque où tous les aficionados prennent la voiture et se dispersent aux 4 coins de l'Espagne taurine et du sud de la France taurin. Et de notre côté, on tirera avec la municipalité, on tirera les leçons de la primavera et de ce que nous préparerons pour l'année prochaine avec l'ensemble de clubs taurins qui veulent bien se joindre à cette manifestation. Jean-Yves Bauchu, toujours chirurgien attentif dans les infirmeries des arènes, mais aficionado quoi qu'il en soit. Aficionado plus que jamais, et bon, effectivement, avec l'équipe chirurgicale des arènes, nous sommes en pleine temporada, nous aussi. Moggio la semaine dernière, et on va attaquer Vauvert, Tarascon, Lunel, Beaucaire. Et plutôt heureux aussi lorsque l'infirmerie des arènes de Nîmes est plutôt désertée, comme ça a été le cas pendant la feria de Pentecôte. On aime la voir vide, cette infirmerie, je vous rassure. Être tranquille. Daniel Jean Valade, beaucoup d'animation et d'informations au niveau de la culture taurine à Nîmes, bien évidemment à travers le musée. Tout à fait, la tauromachie est une éminente forme de culture, dont la très très belle expo sur les masques d'Afrique noire à thème taurin, le chemin de croix tauromachico érotico à voir aux jésuites jusqu'à dans quelques jours. On ira à Istres bien sûr, et puis on prépare la feria des vendanges, c'est essentiel. Et puis peut-être aussi un mot pour revenir sur la feria, sur le plein complet du lundi matin sur la corrida à cheval, qui a été un très très grand moment, très beau moment d'esthétique et de tauromachie. Ça fait plaisir aux cavaliers que vous êtes aussi. Il y a une vraie compétition là. Mendoza est en compétition avec les autres, c'est bien. Donc il faut aller aussi voir les corridas de l'Alte de Rejoneo que nous aurons dans la programmation tout l'été. Et au Sainte-Marie de la Mer, notamment Eddy Pons. L'actualité, c'est Torossi, quoi qu'il en soit, toujours. L'actualité, oui, c'est Torossi, la marque que nous avons créée l'an dernier avec mon associé des Indiennes de Nîmes. Donc ça continue, on verra un petit peu ce que ça a donné cette année. Ça, c'est l'actualité taurine. Sinon, au niveau dessin, il y a un bouquin qui s'appelle Le Gard en long, en large et en travers qui sort fin août, donc qui est un peu la reprise de celui sur Nîmes, mais sur le Gard. Et aussi un film documentaire de court-métrage qui s'appelle Le bonheur est sur le pont, qui relate un peu les 10 ans passés sur le pont du Gard depuis la création du site. Et enfin, un projet immédiat qui est de me rendre au bar, aller boire une de ces consommations jaunes dont Ricard a le secret. Une précision, Eddy, peut-être, un projet de livre qui c'est sur une autre passion commune entre le tronc commun entre Morante de la Puebla et les taureaux, c'est le cigare aussi. Le cigare, oui, mais là, le bouquin a été fait. C'est vrai que je continue toujours à travailler sur le cigare. Et surtout aussi, vous faites bien d'en parler, sur le flamenco, puisque je m'étais commis au moment de l'anniversaire, sur le 20e anniversaire du flamenco à Nîmes, donc à travers une expo. Et c'est vrai que c'est peut-être un travail qui va connaître des développements, et en tout cas sur lequel j'ai envie de continuer. On suivra ça en tout cas avec la plus grande attention. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette première partie de cette 200e de Tendido Sud. On va continuer à célébrer cet anniversaire avec d'autres invités, d'autres personnalités. Tout cela se passe dehors, dans les jardins de l'hôtel Imperator. On va continuer notre parcours itinérant en affition. On attend quelqu'un ? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite,
Je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes Vacrol, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. La deuxième partie de cette émission Tendido Sud, une émission qui, vous le savez, fête ce 23 juin ses 5 ans, sa 200e émission numéro anniversaire que nous avons voulu spéciale, avec une deuxième partie ici installée dans les jardins de l'hôtel Imperator sous un beau ciel estival. Il fait bon profiter de ce début d'été dans les cours nîmoises. Avec nous, il n'y a pas que des Nîmois, il y a aussi des personnalités taurines qui viennent du Pays d'Arles, également d'une autre partie du Gard, du côté de Saint-Gilles. Beaucoup de diversité pour revenir sur plusieurs points d'actualité, puisque vous le savez, le premier week-end du mois de juillet va être notamment marqué par la célébration de la feria de Saint-Gilles. Feria qui verra la Lydia des taureaux de Patrick Logier aux arènes Émile Biot. Week-end complet pour la tauromachie française avec une Noviette San Picador de compétence entre les Hérales d'Olivier Riboulet, marqué du fer de sol, et puis bien évidemment les Hérales de l'un de nos invités, Vincent Farr, la ganaderia de la Palouna, qui, on peut le dire, évolue à domicile dans ces arènes de Saint-Gilles. On va faire les présentations justement des invités pour cette deuxième partie. Tout d'abord, du côté des Matadors de Toros, Julien Miletto. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre gauche, on retrouve un autre Matador de Toros qui était présent dans ces arènes de Saint-Gilles l'an passé. Il s'agit de Camille Juan. On va passer le micro à Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous. À ma gauche, on retrouve également le Ganadero l'un des Ganadero de la journée du samedi à Saint-Gilles, Vincent Farr. Bonsoir. À votre gauche, il y a Marc Marion Alguazil, bien connu dans les arènes de notre région. Oui, bonsoir à tous. Et puis enfin, à ma droite, la présidente de l'Association française des éleveurs de taureaux de combat, Francine Yonnet, bonsoir. Bonsoir. Et à votre droite, Francine, l'impresario des arènes d'Arles, entre autres, Luc Jalabert, bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors on le disait, c'est une période, je dirais, presque idéale pour la tauromachie française, car de mémoire d'aficionado, depuis assez longtemps, on n'avait pas connu un printemps aussi rayonnant pour notamment les toreros français et les ganaderos français. Imaginez, Francine, cette grâce de se nourrir au Sabanero dans les arènes de Saint-Martin-de-Croix pour Alain Tardieu, la corrida de Margé à Palavas, au niveau ganadero pour la Novia de la Cape d'Or à Nîmes. Comment réagit la présidente des ganaderos français à cette actualité ? Eh bien, comme vous dites, c'est un printemps florissant et je suis ravie du succès de ces taureaux français qui ont besoin réellement de montrer leur capacité et leur propension à la Ligue en France. Voilà, il y a aussi une bonne corrida de Logier qui est sortie en Espagne. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment des grands taureaux qui sont sortis et bon, il faudrait que ça puisse avoir davantage de retombées, qu'on voit davantage de taureaux programmés dans les arènes. En tout cas, on a vu que d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue administratif, des taureaux français marqués du F de l'association pouvaient entrer dans le territoire espagnol. De mémoire d'aficionado et de professionnels, Luc Jalabert, est-ce que vous avez justement un souvenir d'une telle période pour les ganaderos français ? Non, mais ça se voyait venir depuis longtemps, quoi. Le truc, c'est qu'on les mette en scène.
Bon, il y a eu la Novia de Margia Palavas qui était sensationnelle, il y a eu des moments très forts. Et je crois que bon, il y a une arène de première catégorie qui joue le jeu depuis toujours, à toute époque, hein, avec les impressions différentes qu'il y a eu, c'est celle d'Arles. Je crois que si les arènes de première catégorie française jouent autant le jeu, il n'y aurait pas de problème pour les élevages français. Parce que le problème, c'est la proximité de l'Espagne. L'Espagne, c'est très près, mais les toreros espagnols et les figures vont en Amérique torer les taureaux du Pérou, les taureaux d'Équateur, les taureaux du Venezuela, hein, qui sont sûrement de beaucoup moins bonne qualité que les taureaux français. Vous considérez que la corrida qu'a fait Didier Patrick Laugier il y a quelques semaines de cela à Antequera, dans la province de Malaga, puisse créer une brèche et inverser une tendance? Mais les brèches sont toujours surtout dans l'esprit des gens, quoi, hein. Les brèches sont toujours surtout dans l'esprit des gens. Quand on voit le sud-ouest, c'est plus facile pour eux d'aller à Salamanque que de venir ici, quoi, hein. Mais je vois les taureaux de Patrick Laugier, je sais que le deuxième taureau de Jean-Baptiste, il a dit au Ganadère, il a dit c'est le meilleur taureau, il avait tauré déjà 10 ou 12 corridas, et il a dit c'est le meilleur taureau que j'ai tauré depuis le début de la saison, quoi. Donc bon, ça montre le niveau. Un niveau en tout cas qui va crescendo. Vincent Far, vous concernant, vous avez fait Lidier il y a 2 ans dans ces arènes de Saint-Gilles lors de l'ouverture de la feria de la pêche de l'Abricot, votre première Novia de San Picador en habit de lumière. Depuis, les choses vont petit à petit mais se passent plutôt bien pour la ganaderia de la Paluna. Quelle est votre vision justement sur ce que montrent vos confrères et qui payent par de nombreux sacrifices leur investissement depuis des décennies? Quand on voit les corridas qu'ont sorti Patrick Laugier en Espagne ou Robert Margia Palavas, le niveau des novilles pour la Capodor à Nîmes, c'est fantastique pour tous les Canadiens français. Et ça met tout le monde d'accord pour une fois. Et il n'y a pas besoin de prendre des taureaux en Espagne pour que les corridas, les novillades se passent bien. C'est-à-dire quand on voit le nombre de pourcentage de corridas françaises qu'il y a en France, de taureaux français, c'est pas assez. Et je pense que les Canadiens français méritent plus que ça. Pression particulière avant la Novia de San Picador du samedi, du samedi 3 juillet, c'est ça? Oui, samedi 3 juillet. Samedi 3 juillet à Saint-Gilles à 18 h. Oui, grande pression parce que je suis plus tout seul, je suis avec Olivier Riboulet et bon, il va falloir montrer un peu... Les 2 Canadiens Saint-Gillois. Les 2 Canadiens Saint-Gillois, donc il y a une petite compétence rigolote. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour vous l'an passé, la prise d'alternative dans ces arènes Émile Billaud. Julien était à vos côtés en qualité de témoin. Ça a été un moment important, on l'imagine, et la consécration, l'aboutissement d'un rêve pour vous. Ça a été le plus beau moment de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Ça a été l'aboutissement de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et reconnu dans les arènes de Saint-Gilles avec un cartel 100% français, avec mon ami d'enfance Julien Miletto, et qui en plus tout ça s'est sorti très positif, donc c'était que du bonheur, quoi. On va poser la question à Julien justement. Lorsque on revient en piste comme ça a été votre cas l'an passé, qu'on doit se justifier face à une corrida très sérieuse et qui a été considérée comme l'une des meilleures de la saison par les critiques français, celle du Scamandre d'Olivier Riboulet, et qu'on est témoin de l'alternative de quelqu'un qu'on connaît depuis très très longtemps, quel regard on porte sur l'ensemble des choses et des événements qui finalement se retrouvent à un même carrefour? C'était un regard avant tout sensible. Camille, il revient de très loin parce qu'en plus il a débuté tard. Donc le retard qu'il a rattrapé, c'est merveilleux et j'étais très honoré d'être son témoin d'alternative. Donc en plus, on a été à la maternelle ensemble, il y a une histoire magnifique, beaucoup de sensibilité. Et la corrida, elle a été très brave. Pour nous, Torero Modeste, c'est une corrida qui nous sert parce que c'est des corridas sérieuses que les aficionados, qui marquent les aficionados. Donc, si on arrive un peu à se sortir de ces corridas-là, c'est tout bénéf pour nous. Et on le voit, ça, pour ma part, en tout cas, ça m'a ouvert pas mal de portes cette année. On va revenir un petit peu sur la composition du cartel de cette corrida. Peut-être Luc Gelabert dire un petit peu un mot sur ce qui a entouré l'organisation de cette corrida annoncée au cours du mois dernier, le premier week-end de juillet. Donc Patrick Laugier qui va lier une corrida à Saint-Gilles avec un cartel hispano-français. Oui, et je crois que on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait déjà annoncé Fandiño. Et il est un des triomphateurs de Madrid, c'est un des rares toreros à avoir coupé une oreille à Madrid. Et je crois qu'il est annoncé dans la plupart des férias espagnols. Il est à Bilbao, il était déjà à Pamplona, il est dans beaucoup de férias. Et je crois que sur le gâteau, ça a été le
le Salvador Cortés, quoi, qui est un des rares toreros malgré son jeune âge, je crois qu'il a 26 ans, qui est sorti déjà 2 fois par la Porte du Prince et qui vient de couper 2 oreilles à un taureau à Séville le jour du Corpus. Et je crois qu'ils sont que 2 toreros en ce moment, cette année, à avoir coupé 2 oreilles à un taureau, c'est Rouli et lui, quoi. Donc je crois qu'on a un cartel. Après on a le torero Saint-Gilien, Julien Miletto, et je crois que bon, on a la chance d'avoir deux toreros qui ont triomphé de manière très importante au début de saison, réunis à ce cartel, et 2 toreros qu'on a vus rarement en France. Et c'est donc la composition de ce cartel du dimanche 4 juillet. Julien, vous allez être au cartel de cette corrida face à une ganaderie que vous connaissez bien, vous l'avez déjà affronté dans les arènes d'Arles où vous avez coupé une oreille. Les taureaux de Patrick Logier, là encore, taureaux exigeants, taureaux de race qui demandent aux toreros mais qui peuvent aussi réserver de bonnes surprises dès lors qu'on baisse la main et qu'on peut se confier avec eux. Exactement, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des élevages très sérieux qui captent l'aficionado d'entrée. Donc ça c'est très important. Après c'est sûr c'est difficile pour nous toreros modestes qui ne toreront pas toutes les semaines, tous les jours, de se monter au niveau. Mais bon, quand on met la jambe en avant, en principe, ça ne faille pas. Et bon, encore une fois, Saint-Gilles m'a apporté beaucoup de chance et je pense que ça va continuer. Vous pensez chaque fois que vous torez à Saint-Gilles, justement, à cet après-midi de 2004 où il se passe des choses si importantes face au taureau de Margé? Oui, l'indulte de ce taureau en 2004 a été une deuxième naissance pour moi parce que j'étais dans le batch complet. Et encore une fois, c'est à Saint-Gilles avec des taureaux français. Donc, bon, c'est beau, c'est une belle histoire qui s'écrit de la tauromachie française sur le sable de Saint-Gilles. Marc Barrier, on a évoqué lors de cette partie de Tendido Sud l'importance que revêt la programmation des Ganaderos français au sein des férias. Luc Jalabert soulignait tout à l'heure bien que ces Ganaderos avaient là encore une place privilégiée dans l'amphithéâtre romain. C'est vous qui avez remis l'oreille du taureau de Patrick Logier à Julien Miletto il y a 3 ans, le lundi de Pâques. Ça avait été un après-midi particulièrement intense, mais une consécration à la fois pour Julien Miletto de torer dans une grande arène et aussi pour Patrick Logier de lidier le grand jour de Pâques le lundi. Quel souvenir vous gardez de cette journée en tant qu'alguazil des arènes? Une journée difficile, surtout pour Julien, j'imagine, et pour ses collègues de cartel, parce que j'ai trouvé la course extrêmement exigeante ce jour-là. Donc peut-être que Patrick d'ailleurs Logier ne s'attendait pas à ce que sa course sorte comme elle est sortie. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, il a fallu rester fixe, ce qu'a fait Julien d'ailleurs. Pour moi c'est plus que méritoire, donc dans un contexte difficile, surtout que bon, c'était de mémoire un lundi de Pâques, fin de feria importante, première feria de l'année où donc les gens se jugent, tout ça, donc c'était vraiment important ce qu'il a pu faire ce jour-là devant une corrida exigeante. Voilà. On l'a dit, vous officiez à Arles, également à Béziers, on vous voit également dans la contre-piste nîmoise. Quel regard général vous portez sur cette première partie de Temporada qui a déjà réservé quelques belles surprises aux Ganaderos français, mais aussi qui a révélé des artistes de renom dont on ne pensait pas qu'ils pouvaient être à un si haut niveau? Oui, alors là, moi je reviens un petit peu sur la Novia de la Cape d'Or qui a été excellente côté novillo. Donc je crois que tout le monde a joué le jeu, les éleveurs français, dont certains sont là aujourd'hui, ont fourni des novilles avec beaucoup de classe, beaucoup de race, et ça a été vraiment un grand moment. Peut-être pas exploité totalement comme il aurait pu être exploité par les novillières, mais bon, ne gâchons pas notre plaisir. Je trouve que ça a été une excellente matinée, donc ça prouve bien qu'on est capable de sortir des novilles de qualité. De plus, les Ganaderos français sont énormément investis depuis des années, donc ils paient aujourd'hui la juste récompense de leurs efforts. Hein. Ils travaillent énormément, ils ont fait beaucoup de sélections, et ils sortent des taureaux qui peuvent sortir n'importe où. Hein. Alors bon, côté début de saison, je viens de vivre donc à Arles et Nîmes, de grandes férias. À Arles, on a vu un roulis énorme, le scientifique pour moi, un garçon qui est à l'apogée de sa technique. Peut-être pas totalement de sa transmission, mais au moins tout de sa technique scientifique. On l'a vu énorme à Arles. Je pense aussi à Roman Pérez, qui a été très très bon devant cette course de Santa Coloma. Nîmes, ça a été le côté artiste, effectivement. Alors bon, Nîmes nous gratifie de matinées inoubliables. Donc vous l'avez cité tout à l'heure, bon, évidemment, Morante m'a laissé des traces. Hein. M'a laissé des traces parce qu'en plus de ça,
c'est une personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je l'apprécie énormément. C'est un garçon, pas et moi, je pense une anecdote, là, quand il a fait cette suerte de la chaise. Donc, c'était important de remémorer cette suerte ancienne, mais remise au goût du jour. Mais en plus de ça, à un moment donné, il s'est passé un truc, c'est que quelqu'un de la contre-piste a enlevé la chaise. Et moi, je n'étais pas très loin, et il s'est avancé vers nous, tout en restant dans l'arène, en demandant à son apodérat, à Cour Vasquez, il a dit, mais pourquoi vous m'avez enlevé la chaise? Petit moment d'affolement, on a remis la chaise. Mais la personne a remis la chaise position droite. Morant s'est déplacé élégamment, et avec son palit, refait tomber la chaise. Mais je crois que c'est ça, en fait. Cette expression artistique complète, ça ne peut venir que d'un torero qui est dans son âme, dans sa tauromachie, quoi. Vincent Far, en tant que Canadair, vous êtes fixé quel calendrier pour l'évolution de votre élevage, Novia de San Picador dans un premier temps, et passage en piqué. Est-ce qu'on l'échelonne finalement, ça? Non, je pense pas. Ça vient avec, j'espère, les futurs succès. J'ai acheté l'année dernière 10 vaches de Patrick Laugier. Il voulait se séparer du sang de Marquis de Domecq et j'ai acheté 10 vaches, donc j'ai agrandi le cheptel. Ça commence par là, hein, pour pouvoir sortir peut-être plusieurs noviades à piquer dans une San Picador dans une saison. Et après, oui, j'aimerais bien, c'est sûr, sortir peut-être un novice ou un noviade à concours pour voir un peu ce que ça donne. Ce serait intéressant. Hein. On va retrouver également dans l'attribution des trophées à vos côtés Marc Marion, avec parfois, Marc, l'alguazil, on le disait, qu'il y a un rôle à jouer, parce que parfois l'alguazil, qui est aussi aficionado, n'est pas forcément en adéquation dans son fort intérieur avec les décisions présidentielles, et il faut peut-être parfois masquer son ressenti intérieur pour remettre justement l'oreille qui a été accordée à la présidence, par la présidence au torero. Ou qui n'a pas été accordée. Ça arrive aussi. Ou la seconde. Qui n'a pas été accordé. Oui, effectivement, moi j'ai mon fond d'aficionade. J'ai mes propres sensations, mais on fait abstraction. Donc nous sommes le relais de la présidence à travers les toreros. Et donc on se doit d'appliquer ce qui est demandé, en fait. Mais c'est vrai que nous avons tous nos sensations, nos émotions. Et quelquefois c'est difficile quand quelqu'un est un petit peu oublié ou quand quelque chose est un petit peu dévalué. Donc, on garde ces bons souvenirs pour soi. Julien Mileto, on parlait avec Vincent Far de ce programme d'évolution de la ganaderia. C'est un élevage que vous connaissez très bien, puisque vous tiendez, on peut le dire, la quasi-totalité des produits de Vincent, si ce n'est la totalité. Oui, c'est sûr. En tant que torero, comment vous le voyez grandir, cet élevage? Non, bien... avec beaucoup de régularité. Pour le moment, les baissières, chaque année, sortent bons pour les jeunes, avec quelques défauts, mais très toréables, très nobles pour les jeunes. Donc pour le moment, San Picador, c'est très bien. Je pense qu'il faut encore rester un an ou deux au moins en San Picador. Et après, pourquoi pas se préparer 3 taureaux ou une noviade s'il a encore une fois, s'il a la chance d'avoir 6 taureaux, parce que c'est pas évident d'amener 6 novices à 3 ans. Mais bon, pour le moment, le Semental est encore un peu jeune, donc il n'a pas encore révélé s'il avait lié ou pas. Je pense que oui, donc on verra à Saint-Gilles, on aura une bonne réponse à Saint-Gilles. La suite de votre saison, c'était le week-end dernier, vous avez toré à Aérosurador les Baltasariban, qui vous avait plutôt souri à Alès puisque vous aviez coupé une oreille. La suite de la saison cet été, il y a des courses qui se préparent d'ores et déjà? Oui, bon, Saint-Gilles le 4 juillet, 25 juillet à Orthez. Et Dolores Aguirre, oui, c'est ça? Dolores Aguirre. Et le 6 août à Vic-Fezensac, corrida concours française, entièrement. Avec une responsabilité supplémentaire, on l'imagine? Oui, parce que je sais qu'on va devoir mettre les taureaux au millimètre à Vic pour une corrida concours, mais c'est bien, je suis content, très ravi pour les Canadiens français. Et bon, Vic joue le jeu, c'est vrai, chaque année, cette corrida devient intégralement française, donc c'est bien. Camille, pour vous, l'attente d'une opportunité? Forcément, j'attends les opportunités, mais la première des qualités pour être torero, c'est être patient. Donc, je patiente, j'attends qu'on me tende la main et à moi de la saisir quand elle sera tendue, quoi. On vous le souhaite en tout cas, madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cet anniversaire, pour cette 200e émission. On va se retrouver après une courte pause et achever ce programme en présence des aficionados, d'autres toreros, d'autres professionnels et du parrain de cette émission pour souffler les 5 bougies de Tendido Sud.
Du 30 avril au 9 mai, vibrez au rythme de la Feria de la Mer. Au programme 2 corridas de taureaux avec Juan Bautista, Mathias Terella, Mehdi Savali, Enrique Ponce, El Rulli et Julio Benitez, El Cordobés. Retrouvez aussi 2 courses camarguaises aux As avec une super royale de cuillé et un concours de manade. La Feria de la Mer 2010, c'est du 30 avril au 9 mai à Palavas-les-Flots. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. La troisième partie de notre émission Tendido Sud avec le directeur d'antenne et le rédacteur en chef de Télémiroir ce soir. Invité spécial d'une émission tout aussi spéciale pour les 5 ans et pour la 200e. Pierre-Paul Castelli, bonsoir. Bonsoir, cher Christophe. Bonsoir à tous. Vraiment très très heureux d'être avec vous pour cette 200e. Bravo Tendido Sud. Alors on est à l'Imperator, on découvre un petit peu, c'est une émission itinérante comme je l'ai dit. On essaie de découvrir différents lieux de ce haut lieu de la tauromachie de la Fission. Et je crois qu'on... Venez, vous allez nous suivre. Il y a de jolies choses à voir parce qu'il y a des concours qui ont eu lieu récemment et il est temps de remettre des cadeaux. Donc c'est Noël avant l'heure. Allez. Avec Serge Sanchez, le directeur de l'hôtel Imperator, qui tient en main un magnifique capote de Brègue, qui est le capote de Mehdi Savali. Capote offert pour les téléspectateurs de Télémiroir et de Tendido Sud. Je vois que vous maniez ça, Serge, avec beaucoup de grâce. Bonsoir, bienvenue dans ce... D'abord, très heureux de manipuler le capote de Mehdi pour cette heureuse gagnante des Sainte-Marie, je crois, en plus. Hein. Voilà, donc on va te laisser officier peut-être, tu veux un peu? Regarde, tu vois, tu es rapide. Je crois que tu vois ça vraiment très bien. Voilà. Et heureux de vous accueillir ici. Heureux de vous accueillir dans ce lieu, cet immeuble bourgeois des quais de la Fontaine, bien connu du temps de l'époque des Costières de Nîmes. C'était le siège social des Costières de Nîmes. Nombreux Nîmois l'ont fréquenté dans sa partie rez-de-chaussée avec le jardin qui vivait intensément pendant les férias. Voilà, donc ce lieu s'appelle désormais l'MP, le club des Nîmois, donc à côté du Grand Imperator, le petit MP, pour y accueillir des manifestations de relations publiques. Sympa le petit MP, hein, sympa. Plutôt, on va y revenir. Hein. Je profite, on a Serge Sanchez, il va venir après sur le plateau. Serge, il a une petite histoire liée à Tendido Sud, non? J'ai cru comprendre. Hein. Ah, il a une petite histoire, on va dire, à la fois taurine forcément, affective aussi, mais on va peut-être le garder pour la fin, peut-être Serge, non? On le garde pour la fin. Et on va remettre la cape à notre gagnante. On se retrouve pour la dernière partie de Tendido Sud avec notre troisième et dernier plateau au cœur de ces jardins de l'hôtel Imperator en compagnie de nouveaux invités pour célébrer ces 5 ans et cette 200e émission spéciale avec à droite de l'écran et à ma gauche donc le représentant de l'association nationale des aficionados practicos qui va prendre le micro. Hervé Galtier, bonsoir. Bonsoir. À votre droite, on retrouve le directeur de cet établissement, Serge Sanchez, que nous avons retrouvé, Pierre-Paul, tout à l'heure, dans un bien beau lieu, l'MP. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Romain Fluet, matador de Toros, à qui on va passer le micro, auteur d'un beau début de saison avec un triomphe éclatant dans les arènes d'Arles, 3 oreilles coupées.
Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On retrouve du côté de la représentation de la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard, Albert Garcia, président aussi du club taurin La Cinco de la Tarde. Et bonsoir Albert. Bonsoir. À votre gauche, Christian Chalvier, ancien président de la commission taurine extra-municipale. Et puis également, à ma droite, notre matador de tauros retiré, aujourd'hui reconverti dans l'organisation de spectacles tauromachiques, parrain de cette émission de Tendido Sud, premier invité. C'était le 17 octobre 2005, Stéphane Fernandez-Meca. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière partie d'émission. Beaucoup de sujets. Alors, vous l'avez vu, Pierre-Paul, on a déployé la cape pour en fin d'émission. On a essayé de faire ça bien, comme dans les arènes, là, vous savez, comment ça s'appelle, les capes de Passéo, c'est ça? Voilà. Donc, même si là, c'est qu'une cape sur de les break. boudins, sur les boudins du plateau de Télémiroir, voilà. Voilà, et on la remettra à une heureuse gagnante à la fin de l'émission. Il faut qu'elle patiente encore. Pourtant, les petites tounes, elle est fatiguée. Il faut qu'elle rentre à la maison. Il y a sa maman qui veut rentrer là. Mais il faut encore attendre la fin de l'émission. Je vais me tourner vers Christian Chalvet pour évoquer un petit peu son ressenti personnel sur cette feria de San Isidro et cette feria d'anniversaire que vous avez suivie assidûment. Quelle a été votre appréciation générale justement sur la plus grande feria mondiale de l'année? C'est une feria de basse eau. 5 oreilles coupées rien que pour la San Isidro, pour les matadors de taureaux, c'est pas énorme. Du point de vue des taureaux, on a vu peu de taureaux très intéressants et permettant de taurer vraiment. Une bonne corrida de Dolores Aguirre, difficile. Une corrida de quadrille très intéressante. Une corrida de Puerto San Lorenzo extraordinaire. Et quelques taureaux épars, un taureau de Juan Pedro Domecq, très bon, un taureau de Paglia aussi. Mais au final, du point de vue du taureau, c'est une feria qui est quand même axée sur le taureau, où tous les encastes viennent pour tous les toreros de toutes les catégories. C'est un peu juste. C'est un peu juste, mais je pense qu'il y a eu aussi une certaine politique de rigueur dans cette feria, que j'opposerai à une certaine politique inflationniste par ailleurs. Et je pense qu'entre les deux, il y a la possibilité d'une troisième voie médiane, qui est une politique de critères. Ça passe par ne pas refuser la corrida d'Adolfo Martin, ça passe par ne pas voler une oreille au rouli, c'est surtout du point de vue des toreros. Quand en début de feria, on vole une grande porte à un torero, Rafael Lillo par exemple, je pense que c'est grave. Quand une Maxima Figura du Toreo fait l'effort de venir en remplacement d'une autre Maxima Figura du Toreo, que le peuple demande l'oreille et qu'on la lui refuse, qu'on ne la lui accorde pas, je trouve que c'est grave aussi. On a évoqué en début d'émission, Albert Garcia, avec nos invités, tous les grands moments vécus aux arènes de Nîmes, notamment en termes de formation, d'avenir, de passage de relais. On se souvient de l'action de la coordination au niveau du printemps, des jeunes aficionados, événement qui a été transformé cette année en primavera des aficionados, avec la tenue de ce premier cycle de Novia de San Picador en nocturne, parrainé par El Rouli, signature de prestige. Quelle a été l'appréciation de la coordination par rapport à la tenue de celui-ci? Donc, avant toute chose, puisque c'est un peu polémique quand même, je vous souhaite un bon anniversaire, puisque depuis tant d'années, vous livrez cette fameuse bataille pour maintenir nos traditions et l'afition. Donc bravo et bon anniversaire. Bon, effectivement, tout le monde connaît et a suivi les événements de la coordination, puisqu'au départ c'était le printemps des jeunes aficionados qui, pour des raisons X, disons-nous, a été supprimé. C'est vrai qu'au niveau des clubs taurins gardois, puisque la coordination c'est les clubs taurins gardois, elle représente 27 clubs taurins. On a suivi, mais à distance. Bon, bien sûr, on applaudit des deux mains et on est enchanté que Rouli soit le parrain, bien sûr. C'est un geste extraordinaire de la part du Rouli. Je dirais que il serait peut-être temps de se mettre autour d'une table et que l'afition en général et les clubs taurins en particulier et les associations taurines et l'empresse. Vous êtes prêt à ça? Vous êtes ouvert à tendre la main? Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous savez, on est une minorité dans les aficionados déjà, puisqu'on représente une passion qui est tant décriée, qui est tant attaquée. On a vu dernièrement le député du Gard qui nous attaquait de façon assez violente. Non, je pense qu'il est peut-être temps de certains problèmes, certains litiges, d'enfermer tout ça et de se tourner vers l'avenir. On va se tourner vers Hervé Galtier. Vous êtes à la fois aficionado et pratiquant de la tauromachie, c'est-à-dire que vous êtes à cheval sur les deux catégories finalement bien connues, à la fois ceux qui sont sur les gradins et ceux qui sont en piste. Quel regard vous portez justement sur l'évolution de la culture taurine en France? Comment celle-ci se développe et comment on passe le relais aux futures générations aussi? Écoutez, le relais aux futures générations se passe d'abord en transmettant notre passion. La passion, nous, la chance que l'on a dans le groupe des aficionados pratiques, c'est qu'on a le désir d'aller se confronter devant les animaux et on est directement, par cela, on est apte directement à donner de la pédagogie, de la formation, non seulement au public, de susciter des vocations aux jeunes qui viennent nous voir, qui nous entourent. Et à travers l'association, on essaye d'innover en créant des événements. Cette année, on a créé plusieurs opérations, notamment l'opération Coup de pouce, qui consiste à intégrer des jeunes de différentes écoles taurines. On participe aussi, grâce à des impresses comme Amogio, Beaucaire, à des encuentros où les pratiques se produisent devant des becerros. Et par ce biais-là, les gens viennent en contact avec nous, les jeunes viennent en contact avec nous, et je pense que c'est un bon moyen, un riche moyen de transmettre l'afition, parce qu'on en a bien besoin. D'abord peut-être dire aussi et demander à notre parrain, parce c'est lui qui a essuyé les plâtres le 17 octobre 2005, à une époque où il pensait... Marché, pas de problème technique? Aucun problème technique. À une époque où il pensait peut-être pas qu'on fêterait 5 ans après la 200e, ce que ça fait d'une part d'être parrain d'alternative pour une corrida normale, ça vous connaissez bien Stéphane, en revanche, parrain d'émission, est-ce qu'on se prépare mentalement différemment? Très honnêtement, je ne pensais pas, même si on le souhaite, bien entendu, je ne pensais pas qu'on allait être là ce soir, tous là, à fêter cette 200e, mais plus que la 200e, c'est les 199e, les 198e, enfin, toutes ces émissions qui ont fait les 200, riches en informations, riches en enseignement, et je crois qu'on peut être tous fiers, du travail réalisé par vous tous, par toi Christophe, et vous contribuez largement à l'information, à la naissance de vocations, et par la petite fenêtre, par la petite lucarne, mes enfants les premiers vous regardent tous les mercredis soirs, et moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est s'il n'y avait pas eu cette première, qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui? Il n'y aurait rien. Ça aurait été un grand dommage, ça aurait été une grande perte pour la tauromachie. Grâce à des gens comme vous, vous transmettez l'afition toutes les semaines. Et ça, les mots sont de trop. En tout cas, moi, en tant que professionnel, je crois qu'à travers mes mots, tous les professionnels vous disent merci du travail réalisé, parce que ça bénéficie à tout le monde. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup, quel hommage. Moi je voudrais remercier également, il a évoqué, et c'est juste, il y a la 200e, mais il y a eu la 199, 199, ça en fait des émissions. Hein. Il faut absolument parler également d'Olivier Michel. Caméraman en chef de toutes les images tauromachiques. Quasiment 100% ou 120%, comme il faut dire aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup. Enfin bref, des images de Tandido Sud. Et Tandido Sud serait pas Tandido Sud, sont toutes ces magnifiques images. Et puis remercier Guillaume également, qui est derrière la caméra ce soir et qui réalise en général Tandido Sud, et puis effectivement également remercier, féliciter encore Christophe Ché pour sa qualité d'animation reconnue, mais également cette ouverture d'esprit. Hein. Je crois que Serge l'a dit. Il a su fédérer. C'est difficile la passion de la tauromachie. Il y a beaucoup de chapelles, il y a facilement des chapelles dans la tauromachie, et c'est vrai que là on a la chance ici avec Télémiroir et Tandido Sud d'avoir quelque chose, d'avoir une émission qui est ouverte, qui donne la parole aux uns et aux autres, et c'est bien ça que l'on a
a apprécié. Moi, quand je suis arrivé à Télémiroir, j'ai beaucoup apprécié cette démarche-là et j'espère qu'on va le maintenir pour la 201e, la 202e, la 203e, etc. jusqu'à. Il n'y a pas de raison. Quand ça alors démarre, par contre, maintenant, je vous donne déjà rendez-vous pour la 400e à l'Imperator, puisque maintenant je suis ici, il paraît. Donc, jusqu'où ira Serge Sanchez? Non, vamos a pararnos, por favor. Bon. Et justement, pour que ça continue, il faut passer le relais à la nouvelle génération d'aficionados. Donc on va demander à Lucie, jeune téléspectatrice. Elle va venir avec sa petite sœur Lola, des Sainte-Marie-de-la-Mer, qui a gagné le grand concours que nous avions mis en jeu dans le Télémiroir Magazine de remporter une cape de Brègue de Mehdi Savali. Sur cette chaise. Ou bien sinon, on va passer devant. On va passer devant. Allez, on va faire le tour par devant. On va passer par devant avec Lucie pour remettre son cadeau. Allez, on va passer. C'est le passage de relais, tiens, pour la nouvelle génération. Voici cette cape de Brègue de Mehdi Savali, Lucie. Pendant des années, elle a vu des cornes de taureau, elle a vu les plus grandes arènes de France et d'Espagne. Eh bien, cette cape, Lucie, désormais, elle est à toi. Je te la remets. Félicitations. Dis-nous un petit mot. Attention, c'est très lourd. Merci. Tu es content d'avoir cette cape? Oui. Tu vas t'en servir? Oui. Est-ce que tu vas la prêter à ta petite sœur? Ou des fois, oui. Des fois, hein? Pas tout le temps. On va lui demander l'autorisation. Oui. D'accord. En tout cas, félicitations. Bravo. Lucie, bravo. En tout cas, et continue d'aimer les taureaux et l'afition et d'être fidèle à Télémiroir. On va remercier tous nos invités, tous les invités de la première partie, de la deuxième partie qui ont évoqué la culture taurine, qui ont évoqué la feria de Saint-Gilles, la feria d'Arles. Remercier Albert Garcia pour la coordination, Christian Chalvet, notre parrain Stéphane Fernandez-Beca, Roman Pérez, mucha suerte pour la suite de la temporada. Serge Sanchez qui nous a accueillis ce soir, ainsi que Hervé Galtier pour les aficionados pratiques, aux partenaires historiques eux aussi, au même titre que les amis des clubs taurins Paul Ricard de Tendido Sud et de Télémiroir. Merci beaucoup, messieurs. Et puis le mot de la fin, il est pour Pierre-Paul. Tiens, voilà. Merci beaucoup Christophe, merci Olivier, merci Guillaume, merci à tous, merci de votre fidélité à Télémiroir et bien sûr à Tendido Sud. Et merci à nos deux jeunes téléspectatrices. Merci. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.